Kia ora depuis la Nouvelle-Zélande. Bienvenue dans le 17e épisode du podcast Voyage au bout du monde avec Antipode Travel. Je m'appelle Sandrine et j'habite en Océanie depuis plus de 20 ans et j'ai créé ce podcast pour vous aider à préparer votre séjour en Nouvelle-Zélande et en Australie. Dans chaque épisode, je vous fais découvrir une région, je vous emmène hors des sentiers battus et je partage avec mes invités l'actualité de ces deux destinations. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma région préférée de Nouvelle-Zélande, la côte ouest de l'île du Sud. Charlène, notre conseillère voyage, revient justement d'un séjour organisé par l'Office du tourisme local et je lui ai demandé de partager ses impressions, ses coups de cœur et les nouveautés de nos partenaires sur place. On entend parfois dire qu'il vaut mieux éviter la côte ouest, qu'étant donné que les glaciers reculent, il n'y a plus d'intérêt à y aller, eh bien on va vous prouver le contraire. Charlène en tout cas en est convaincue et je pense qu'à la fin de l'épisode, vous le saurez aussi. Et qui sait, vous tomberez peut-être nez à nez avec un moa, cette autruche géante dont nous parle Johan dans sa rubrique sur les animaux natifs. Et pour terminer, mon hébergement coup de cœur sur la côte ouest de l'île du Sud, le Breakers Boutique Accommodation. Votre valise est prête? Alors rejoignez-moi dans l'île du Sud, Te Waipunamu, l'île de Jade. Bonjour Charlène. Bonjour Sandrine. Alors tu es conseillère voyage pour Antipode Travel et tu es partie il n'y a pas très longtemps sur la côte ouest de l'île du Sud pour un voyage de reconnaissance qui est organisé par l'Office du tourisme de la côte ouest. Tout à fait. Tu es revenue enchantée, je crois, de ce séjour. Tu as passé pratiquement une semaine sur la côte ouest. Et oui, on est parti une semaine en effet, et en fait c'est pas non plus très long parce que la côte est tellement longue que ça, oui, on avait beaucoup de choses à voir et à découvrir. Elle fait 600 km de long, je crois, Charlène. Oui, en effet, elle commence officiellement à partir de Jackson Bay, ou elle termine à partir de Jackson Bay, qui est au sud de Haast, et elle termine ou commence, comme on veut, à Karamea, donc qui est vraiment à la pointe nord. Alors je dois avouer, c'est un de mes endroits préférés de la Nouvelle-Zélande. Je trouve que c'est un climat rude. Il pleut beaucoup sur la côte ouest, il faut l'avouer. Mais comme elle fait 600 km, il ne faut pas penser qu'il pleut tout le temps sur les 600 km. Et oui, et c'est ça la légende de la côte ouest. Ça reste une côte préservée, authentique. Je pense qu'elle fait partie d'une de mes plus belles, mes régions préférées aussi. Que oui, comme tu dis, elle est rude. Le temps varie très vite, change très vite. Mais c'est là où on retrouve les plus belles randonnées, des paysages, oui, très authentiques, des arbres natifs qu'on appelle les kaikatea. Et il y a une communauté maori qui vit ici et on le ressent. Donc oui, c'est une région très riche. Tu as cité les kaikatea et moi j'ai beaucoup aimé aussi les palmiers nikao qui ont cette forme extraordinaire, donc un tronc très droit avec les palmes comme ça. C'est un de mes arbres préférés du pays. Donc cette culture maori qu'ils essaient de plus en plus mettre en avant sur toute cette côte avec différents centres culturels qui existent maintenant pour mettre notamment en avant le punamu, le jade de Nouvelle-Zélande, cette pierre verte dont on fait des bijoux et qui fait partie intégrante de la culture maori. Et toi, tu as pu en visiter, Charlène, pendant ton voyage? J'ai pu en effet visiter 2 centres qui ont ouvert il y a environ 2 ans, dont un à Greymouth, qui est la ville principale de la côte ouest, et un autre à Punakaiki, qui est un peu plus au nord. C'est à Punakaiki où il y a mes fameux palmiers nikao. Oui, en effet. On commence à pouvoir les observer. Et puis, ils vont rouvrir 2 autres, dont un à Franz Joseph et un autre à Hokitika. Donc voilà, ils essayent en effet, la communauté maori de cette région à promouvoir leur culture et à le transmettre. Alors tu parles de Franz Joseph et on peut l'associer Fox Glacier, qui sont donc 2 villages qui sont proches des glaciers. Alors les glaciers, c'est un sujet dont on parle souvent quand on parle de la côte ouest, puisqu'on nous dit les glaciers diminuent et il n'y a plus vraiment d'intérêt d'aller sur la côte ouest. Info vérité, qu'est-ce que tu en penses, Charlène? Info vérité, oui, les glaciers diminuent, oui, on les voit de moins en moins. J'avais visité la côte ouest il y a 10 ans. Je pouvais encore marcher, faire une marche d'approche sur le glacier. Maintenant, pour y aller, il faut prendre un hélicoptère, ce qui est assez dommage. Mais
la côte ouest se développe et trouve de nouvelles alternatives, trouve de nouvelles façons de découvrir la région. Du coup, la côte ouest revit. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas que les glaciers. Il y a énormément d'autres types de paysages. Et puis il y a cette mer, la mer de Tasman, tumultueuse. Alors on va pas se baigner. Hein. Il fait un peu frais. Il fait un peu frais, puis c'est dangereux en fait aussi. C'est pas les petites plages où on met son petit parasol. Mais ça reste quand même. Voilà, c'est une atmosphère aussi, la côte ouest, je trouve. Et oui, c'est une des régions les plus pluvieuses du pays. D'ailleurs, elle a un surnom. Oui, on a tendance à la nommer la wet coast. Wet coast, donc wet pour mouiller. C'est vrai, mais il pleut pas tout le temps. Et quand il fait beau ou quand c'est avec ces gros nuages noirs, ça donne des clairs-obscurs magnifiques. Oui, on peut voir de très beaux couchers de soleil, mais aussi de très beaux arcs-en-ciel. J'ai vu de mes plus beaux arcs-en-ciel dans cette région. Alors, quelle serait pour toi la meilleure saison pour visiter la côte ouest ? D'après les locaux, et de ce que j'ai pu observer, ce serait plutôt à la période de l'hiver en Nouvelle-Zélande. Donc ce serait entre mai et septembre. Oui, on a nettement moins de pluie. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est le printemps, où là, il y a beaucoup, beaucoup de pluie. Donc là, on parle de, même fin septembre, octobre, novembre, il vaut mieux éviter la côte ouest. Oui, c'est exactement ça. Éviter est peut-être un grand mot. Je dirais que la particularité de la côte ouest, c'est qu'on a une seule route, et cette seule route, c'est un sens unique, enfin c'est une seule voie. Donc les routes sont quand même assez étroites, et si la route est bloquée, on est coincé. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est vrai, et il y a du coup des grands détours à faire. Donc il y a un petit côté aventure finalement de prendre cette côte ouest en saison un petit peu intermédiaire. Mais moi, je reste persuadée que c'est un peu un incontournable quand même pour Exactement, oui. Alors toi, Charlène, tu as pu visiter vraiment beaucoup de choses sur cette côte ouest puisque tu étais avec un petit groupe et l'objectif, c'était d'en voir le plus possible. Alors, tu parlais tout à l'heure d'activités qu'on peut faire. Donc, on a parlé des survols en hélicoptère pour voir les glaciers, avec ou sans atterrissage. Mais il y a aussi d'autres activités, notamment sur des lacs. Alors c'est vrai qu'on pense pas forcément à des lacs quand on pense à la côte ouest. Non, en effet, il y a de nombreux lacs, dont le lac Maporika. Et la chose qu'on ne pense pas, c'est de 1, on peut voir énormément d'animaux, énormément de végétation, et de 2, aussi avoir une des plus belles photos, images carte postale des glaciers qu'on peut voir au loin. Et tu as toi-même participé à une sortie en bateau sur le lac Maporika. Nous, on l'avait fait aussi en famille il y a quelques temps, où on traverse tranquillement ce lac et puis on arrive dans la forêt et on fait un petit tour où il nous explique notamment le travail de conservation, puisque c'est un parc où il y a des kiwis. Et donc, comment ça se passe pour éradiquer les animaux nuisibles pour qu'ils puissent ensuite réintroduire des kiwis. Et ça se termine par cette petite balade et on revient ensuite à terre. Et c'est un endroit on peut pas y avoir accès en voiture. Non. Donc, c'est assez unique. Et sur ce même lac, on peut aussi faire du kayak. Oui, exactement. Oui, en été. Donc ça reste des activités alternatives et qui plaisent énormément et que je recommande aussi pour les amoureux de la nature et pour les amoureux de la photo. Et tu as aussi testé une autre activité et je crois que tu as eu un petit coup de cœur pour ça aussi, Charlène. Ah oui, et pourtant je ne suis pas une amatrice de ces activités, mais j'ai pu en effet expérimenter le quad, une balade à quad en groupe. Et oui, c'est énormément oui, on prend énormément de plaisir. Avec des paysages, waouh, oui. Et c'était quel genre de sentier sur lequel tu roulais ? On passe à travers une forêt primaire, donc la rainforest qu'on appelle en Nouvelle-Zélande. Donc on voit ces immenses arbres tout autour de nous. On a de l'eau quasiment aux genoux. C'est pas grave, on y va, on traverse et on arrive dans une clairière avec des rivières bleu turquoise et c'est juste extra. Donc, et par beau temps, encore une fois, les glaciers, on a une photo des glaciers qui est juste incroyable. Et le quad, le kayak et le bateau, c'est avec Franz Josef Wilderness Tours. C'est un prestataire qu'on aime particulièrement sur cette côte ouest.
Donc le quad, c'est noté. C'est bien aussi en famille, Charlène? Oui, c'est également adapté pour les familles vu qu'il propose des budgies, donc c'est des véhicules comme des cartes. On peut être à plusieurs sur le véhicule, voilà. C'est ça? Donc les enfants sont assez acceptés. Alors une autre activité pour les enfants que tu n'as pas eu l'occasion de faire, mais je voulais le citer, c'était vers Charleston où on peut faire du tubing. En fait, donc on prend d'abord un petit train dans le bush et on arrive dans des grottes. Et là, c'est des gros tubes. On descend dans la rivière avec ces gros tubes et on arrive dans une petite grotte où il y a des vers luisants. Ça, c'était vraiment magnifique, tout à fait adapté aux enfants, très ludique. Donc ça, c'est un petit peu plus au nord de Graham House. Oui, et ces grottes de vers luisants sont moins visitées. Donc par rapport aux grottes de Waitomo, ça vaut le coup et c'est nettement plus amusant. Et donc tu as continué ton périple jusque donc tout au nord de la côte ouest, jusqu'à Karamea. Oui. Alors tu peux nous décrire un petit peu Karamea parce que c'est une ambiance quand même un peu du bout du monde. Oui, Karamea, c'est la Nouvelle-Zélande d'il y a 30 ans. Rien n'a changé. Les moutons sont là. Les habitants, oui, on est vraiment dans une Nouvelle-Zélande locale. Et c'est difficile de parler d'une ville. C'est plutôt un petit village, quoi. Un petit village. Et pour y avoir accès, c'est quand même une route très sinueuse, il faut prendre son temps. Oui, mais la route, elle est magnifique. C'est une des plus belles routes panoramiques, je trouve, du pays. Mais oui, c'est un petit village, mais ils ont leur boulangerie française. Ah, on est sauvés. Donc, nous pouvons aller jusqu'à l'autre bout de la côte. C'est rassurant, parce que franchement, je me demandais si j'allais y retourner. Alors, on y va pas seulement pour la boulangerie française, j'imagine, on y va aussi pour des grottes. Exactement. Et des arches. On voit des arches naturelles. Et puis, pour accéder à ces arches, il faut prendre une route un peu sinueuse, mais tout à fait praticable. Et on arrive dans une nature qui n'a pas bougé depuis des millénaires, et on a l'impression de voir les gros moas, donc ces anciens animaux, ces anciens oiseaux qui ont disparu, mais on croit qu'ils vont sortir du bush. Oui, ça fait un peu ambiance Jurassic Park. Exactement, là-bas. Exactement. Et d'ailleurs, on peut encore voir des os de moas. Oui, pas le mois, mais en effet, on peut voir, en prenant un tour guidé avec des locaux, on peut rentrer en effet dans une grotte et voir ces femmes, des os. Donc il y a une version guidée, et puis vous pouvez aussi vous approcher des arches sans guide. Oui. Mais dans tous les cas, oui, c'est un endroit. Alors il faut consacrer du temps quand même, parce que c'est vraiment là hors des sentiers battus. Il faut remonter, et puis c'est un cul-de-sac. Après on redescend, donc il faut du temps, mais un lieu vraiment vraiment unique. Et au bout de Karamea, on a accès aussi au sentier de randonnée, le Ifi Track. Est-ce que tu as eu l'occasion de le faire, Charlène? Oui, je ne l'ai pas faite pendant ce tour, mais j'ai eu personnellement eu l'occasion, de faire la marche. Plusieurs jours, hein? C'est plusieurs jours, oui, il faut compter 4 à 5 jours. Et puis oui, on arrive sur des bords de plage, c'est Nikao, donc ces grands arbres, on dirait des gros plumeaux. Et oui, c'est une autre ambiance. C'est ça qu'on aime sur la côte ouest, c'est que les paysages changent. Comme elle fait 600 km, les arbres qu'on avait à Haast, ils sont totalement différents que dans le nord. Et puis des fois, c'est plat, il y a des champs, il y a des vaches. Hein. Et oui, il n'y a pas que des moutons. En Nouvelle-Zélande, nous voyons quelques vaches également. On a dit tout à l'heure que Graham House était la ville principale de la côte ouest. Il y a une autre ville aussi assez importante, c'est Hokitika, la ville du jade. Là, on peut voir comment ils travaillent le jade. On peut d'ailleurs s'offrir un petit souvenir. Je ne sais pas si tu as craqué, Charlène, pour un petit pendentif en jade. Ah non, mais j'ai eu la chance de trouver mon propre ponamo sur les plages en compagnie d'un Maori. Et j'ai pu le poncer, j'ai pu m'en faire mon propre bijou. Donc, c'est précieux. Oui. Donc oui.
aussi pour ça que j'aime cette côte. Et il est possible à Hokitika de prendre un tour dans un petit atelier et faire son propre pendentif. Ça, c'est quelque chose qu'on peut réserver pour vous si vous voulez pendant votre voyage. Tu as parlé tout à l'heure de randonnée, hein. On peut faire plusieurs randonnées sur cette côte ouest et il y a une petite balade assez facile et accessible en famille, c'est à Hokitika Gorge. Oui, à Hokitika, vous avez cette magnifique gorge, qu'on appelle Hokitika Gorge, et avec un point de vue extraordinaire, on voit ces eaux limpides, ces eaux bleues turquoises. Oui, ça vaut vraiment la peine. Et s'il y avait un coup de cœur pendant ce voyage, Charlène, ce serait quoi ? Eh bien, ce serait au tout début de la côte, donc à Jackson Bay, où on arrive comme à Karamea dans un cul-de-sac, mais vous allez trouver un fish and chips extraordinaire où on peut manger une seafood chowder, donc c'est soupe de fruits de mer. Soupe de fruits de mer bien crémeuse avec un thon de la West Coast, c'est parfait, avec un point de vue sur la baie qui est juste magnifique et on est au calme. C'est ça qu'on veut sur la côte ouest. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer beaucoup de locaux. Et à l'époque où j'y étais, donc septembre, il y a beaucoup de locaux qui pêchent le whitebait. Ce sont des petits alevins, un bébé poisson transparent. C'est un peu ragoûtant au début, mais c'est délicieux. À la kiwi, on mange ça comment ? Comme une omelette, entre 2 tranches de pain de mie. C'est merveilleux. C'est tout simple. Et nous, on le préfère encore plus simple, juste avec un petit filet de citron et cuit au beurre. Un peu à la française, quoi. Ouais, le whitebait, si vous avez... Alors, c'est très saisonnier, hein, on n'en a pas toute l'année, mais si vous en trouvez, vraiment, allez-y, parce que c'est très, très, très bon. Puis, il y a quand même quelque chose, Charlène, j'ai noté que tu n'en avais pas du tout parlé. Ce sont les sandflies. Parce que souvent, on dit, oh là là, sur la côte ouest, on va être piqué par des sandflies. Est-ce que tu as été piqué par des sandflies ? Alors j'ai eu la chance de ne pas être piquée par les sandflies parce que il a quand même un petit peu plu et il y avait du vent. Donc j'avais toutes les conditions parfaites pour ne pas être piquée par des sandflies. Ouais, c'est une bonne raison de visiter la côte ouest quand il pleut et quand il y a du vent. Oui. Ouais, alors c'est vrai que tu as eu de la chance là. Les sandflies, c'est des toutes petites mouches des sables. Alors c'est pas du tout dangereux pour la santé, mais ça pique et ça gratte. Il y en a beaucoup sur la côte ouest, mais pas tout le temps non plus. Non. Donc, faut juste se protéger et quand il y a du vent, on est content. Oui, et ne pas oublier de fermer sa portière de voiture pour prendre une photo, parce qu'après on s'en souvient et on fait plus l'erreur. Mais je crois que tu nous auras donné envie de venir sur la côte ouest. Hein, j'espère. Et puis il y a, je crois, encore quelque chose d'un peu spécial sur la côte ouest, parce que on m'a dit que tu avais vu un arbre qui marche. Oui. Oui, c'est assez... je pense que Peter Jackson a dû être inspiré par cet arbre. Vers Karamea, on peut voir en effet cet arbre qui a 2 troncs. Et oui, c'est assez unique. Et je pense que ça reste un de mes plus belles photos de la côte ouest. Sandrine ? Alors j'adore le sujet de ta chronique aujourd'hui, puisque si j'ai bien compris, on va parler de moi. Non, on va pas parler de toi, on va parler de moi. On va parler de toi ou de moi ? Attends, qu'on soit bien d'accord, on va parler de moi, M-O-A. Ah, le moi, le fameux oiseau. Exactement. Bon bah d'accord, ok, c'est pas sur moi, mais c'est sur moi quand même. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur moi ? Eh bien, le moi, c'est un oiseau qui a disparu. C'est un oiseau qui vivait en Nouvelle-Zélande. Malheureusement, on ne peut plus en voir vivant. Donc pour le décrire le plus simplement possible, ça ressemble à une autruche, mais un peu plus grand. En fait, pas tout à fait, parce qu'il y avait 9 espèces. La plus petite, ça ressemblait à une grosse dinde, avec un long cou, des grosses pattes. Et la plus grande, elle faisait 3,50 m de haut, c'est-à-dire 1 mètre de plus qu'une autruche actuelle. Et une centaine de kilos de plus aussi qu'une autruche. Donc un gros oiseau qui vivait sur toutes les îles de Nouvelle-Zélande, l'île du Nord, l'île du Sud. On en trouvait même à Stewart Island. C'était un herbivore. Et de ces 9 espèces, il n'y en existe plus aucune.
Si ça ressemblait à une autruche, est-ce que ça courait aussi vite qu'une autruche ? Ah, ça courait sans doute même plus vite qu'une autruche, enfin en tout cas les plus grands. Ça ressemblait aussi un peu à ce qu'on a aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, les kiwis. Ce sont des oiseaux coureurs, c'est des oiseaux qui sont incapables de voler, même s'ils ont des petites ailes, ils sont incapables de voler, mais effectivement ils courent assez vite. Alors pourquoi ces moas ont-ils disparu ? En fait, les Maoris, quand ils sont arrivés à Aotearoa, en Nouvelle-Zélande, ils se sont aperçus que ces oiseaux-là étaient une aubaine. C'est une grande quantité de nourriture, plutôt facile à chasser. Et après quelques siècles, en fait, ils les ont exterminés pour les manger, toutes les espèces. C'était à peu près à quelle époque ça alors ? Eh bien, probablement les derniers ont été tués il y a 500 ans. Ça veut dire qu'aucun Européen, quand ils ont découvert à leur tour la Nouvelle-Zélande, aucun Européen n'a jamais vu de moa vivant. Mais alors attends Johan, moi il me semble que j'ai vu des photos en noir et blanc de Maoris qui étaient en train de chasser des moas. Oui, c'est cette photo qui apparaît parfois dans les guides, c'est une reconstitution. Le moa en question, c'est un moa empaillé qui est en fait au musée de Dunedin. Et c'est le directeur du musée de l'époque qui pose avec 2 autres Maoris. Et bon, c'est une reconstitution. De toute façon, à l'époque, la photo n'existait pas. Mais toi, Johan, tu sais où on peut en voir des moas ? Oui, je sais, mais je ne dirai rien. Secret. Non, en fait, si, on peut en voir des reconstitués ou des squelettes même entiers dans les musées du pays, notamment à Auckland, à Christchurch, à Dunedin et à Wellington. Alors à Wellington, je sais qu'il y a un endroit où on appuie sur un bouton et on peut entendre le son reconstitué probable d'un moa. On l'écoute ? Allez. Ouais, c'est un son très grave, hein ? Ouais, j'imagine qu'ils avaient tous un cri un peu différent. C'était sans doute le plus grand de tous. C'était le moa géant de l'île du Sud. Alors justement, l'île du Sud, cet épisode est consacré à la côte ouest de l'île du Sud et on peut en voir dans un endroit assez unique, à Karamea, tout au nord de la côte ouest. J'allais justement te dire qu'il n'y a pas que dans les musées. On peut aussi voir des ossements dans la nature. Et cet endroit, il est très, très isolé quand même parce que Karamea, comme tu dis, c'est sur la côte ouest de l'île du Sud et bien en haut dans les forêts denses de cette région. Pour accéder à cet endroit, pour les voir, il faut faire un tour guidé. Et on va dans une grotte qui s'appelle Honeycomb Hill. C'est un tour donc accompagné, c'est un peu de la spéléologie, mais facile. Les grottes sont magnifiques, j'ai eu la chance d'y aller. Et la balade en forêt est aussi somptueuse, c'est vraiment magique. Et on peut voir un petit peu d'ossements de ces oiseaux. Et à côté de cette grotte, j'ai aussi eu la chance d'entrer dans une autre qui est fermée au public. Lors d'un tournage. C'est dans cette grotte qu'on accède. Il y avait un scientifique avec nous qui avait les clés. Il y a une grille, elle est fermée. Une fois qu'ils ouvrent la grille, il faut ramper sur quelques dizaines de mètres. Et on arrive dans une immense salle souterraine où là, il y a des centaines et des centaines d'ossements de moas qui jonchent le sol. C'est assez extraordinaire comme vue. Mais déjà, de Honeycomb Hill, vous avez déjà une bonne idée de ce à quoi ça ressemblait un moa. Et qu'est-ce que ça mangeait un moa, Johan ? Ils étaient herbivores. Ils étaient gigantesques, enfin les plus grands, mais ils étaient herbivores. Et ils avaient des prédateurs, à part les humains ? Il y avait au moins un prédateur qui était l'aigle de Haast, qui était le plus grand aigle qu'on ait jamais connu. Mais lui aussi, il a disparu faute de moa, puisqu'ils ont été exterminés par les Maoris. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il n'y en a plus de moa ? Ah, alors il y a aussi des histoires, des rumeurs qui laissent entendre que dans les plus profondes forêts du pays, le moa y vivrait encore. T'entends là ? Un moa ? Je crois que je vais te laisser, je vais aller chercher mon appareil photo. Je pense que Johan, il a trouvé une bonne raison pour s'échapper là. Et je pense qu'on le retrouvera dans une de mes adresses préférées de la côte ouest, le Breakers Boutique Accommodation. C'est mon coup de cœur de l'épisode. Il se trouve à 15 minutes au nord de Greymouth et à seulement 30 km des Pancake Rocks à Punakaiki. C'est un bed and breakfast comme on les aime, avec seulement 4 chambres. Elles ont toutes une vue directe sur la mer de Tasman, un lieu magique pour voir le coucher du soleil.
Et puis il y a un accès privé à la plage de Nine Mile avec ses cascades et des piscines naturelles. Et puis il y a plein de balades à faire et de sites intéressants à visiter dans les alentours, donc on conseille d'y rester plusieurs nuits. Et c'est aussi mon coup de cœur pour l'accueil chaleureux de Jen et Stephen. Ils sont kiwis et ils vous accueilleront vraiment les bras ouverts et seront aux petits soins. Cet épisode dans l'île de Jade se termine. Merci beaucoup d'avoir voyagé avec nous. Un grand merci également à Charlène et à Johan pour leur participation. Vous pourrez retrouver les références de cet épisode dans les notes. Et si vous voulez suivre les traces de Charlène sur la côte ouest de l'île du Sud et inclure cette région dans votre itinéraire, contactez-nous. Notre email, c'est voyage@antipode-travel.com. Ce podcast vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Laissez-moi 5 étoiles ou un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.